Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Anonymal TV. Aujourd'hui, vous retrouvez notre Micmag sur le thème du handisport. Il y a quelques semaines, nous avons assisté à une journée de sensibilisation au rugby à 13 fauteuils. Les jeunes d'Unicité ont ainsi pu découvrir cette discipline aux côtés de joueurs professionnels. Regardez. On est là pour découvrir l'handisport avec mes collègues d'Unicité aussi. Et donc voilà, on découvre que du kiff, c'est intéressant tout ça. Je ne connaissais pas en fait du tout et là je découvre totalement en fait. C'est comme si j'ai juste entendu parler, je connais l'existence, mais j'ai jamais approfondi la chose et c'est l'occasion aujourd'hui. 5, il m'en faut 5 là, rapidement là. Je pense qu'il faut arriver à convaincre les médias d'être plus présents sur ce genre de manifestations. Actuellement, on favorise le sport justement pour tout le monde. Et je crois que les handicapés ont leur place dans le sport. D'ailleurs, on organise également différents comme tout le monde au niveau du Lions Cup, c'est-à-dire on sensibilise les enfants dès leur plus jeune âge au handicap de leur prochain, c'est-à-dire pour avoir un regard différent sur un enfant handicapé qui va à l'école. Donc je crois que le sport peut arranger bien des choses et peut redonner l'envie aux gens de dire qu'un handicapé, il peut vivre comme tout le monde dans la société, il peut s'insérer dans la société, travailler, se marier, avoir des enfants, faire du sport et puis continuer à vivre normalement. C'est un sport comme un autre pour moi, c'est une catégorie comme il y a plein de catégories, donc oui. Je pense que ça devrait être plus médiatisé parce que c'est une catégorie comme une autre. On joue sur la base des règles du rugby à 13 valide. Ça se joue à 5 contre 5. Tout le monde est en fauteuil roulant. Et la particularité de ce sport, c'est que c'est un sport partagé. Donc il y a des handicapés et il y a des gens qui sont comme moi, valides. On mélange les valides avec les handicapés, ce qui permet de se mettre à leur niveau et de jouer comme eux, dans les mêmes conditions. On a des scratchs sur les épaules avec des flags, ce qu'on appelle des flags qu'on va arracher. Et quand on aura arraché un flag, ça correspondra à un plaquage. On peut aussi taper en drop, c'est-à-dire qu'on laisse tomber le ballon et normalement on tape avec le pied, en fauteuil on tape avec la main. Voilà, tout se joue avec les mains. Et donc le drop c'est un point. Mais il n'est pas assez connu. Le 13 fauteuil n'est pas assez connu en France. On est champion du monde pendant 2 fois. Parce que je trouve que moi le handisport, il mériterait d'être plus vu, plus écouté déjà. Il faut plus en parler, il faut que ça soit moins tabou pour les gens et surtout parler du handicap parce qu'il y a plusieurs formes de handicap. Il n'y a pas que le handicap qu'on voit, il y a celui qu'on ne voit pas. De base, moi je regarde pas le sport sur la télé, mais s'il commence à avoir des coupes du monde, tout ça filmé, pourquoi pas, c'est intéressant en vrai, c'est super intéressant. Il faut juste que ça se présente et puis pourquoi pas. Au début, on se dit c'est un peu compliqué, mais après, quand on y prend goût, on y prend très rapidement goût. Et franchement, après, on s'y habitue et c'est super, c'est un sport incroyable. C'est une autre mécanique, mais au final, quand on a joué, là, au bout de 40 minutes, on s'y fait, c'est naturel en fait au bout d'un moment. Et c'est super intéressant du coup. Physiquement, c'est une autre approche du coup. Là, on a plus les bras. En fait, c'est la même chose. C'est la même chose, mais c'est que ça touche différents muscles, c'est juste ça. Oui, déjà, il n'y a pas de mêlée. Hein. Après, il y a les tenues. C'est avec des flags, ils ne peuvent pas se plaquer, c'est normal. C'est compliqué. Après, c'est les mêmes règles. Un essai à 4 points, pénalité 2 et un drop 1. Voilà. 5 ans que je pratique, je suis moi-même handi parce que je suis atteint d'une sclérose en plaques. Et nous, on a démarré donc, au départ sur Apt et on a recréé une section sur Cavaillon. On était 4 au départ et aujourd'hui, on est 15 licenciés avec 2 équipes, une en compétition et une en loisir. Pour découvrir davantage cette discipline, nous avons reçu sur notre plateau Patrick Barbier, manager de l'équipe de France de rugby à 13 fauteuils. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Anonymal TV. Aujourd'hui, nous accueillons sur notre plateau Patrick Barbier. Bonjour.
Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît? Donc, je m'appelle Patrick Barbier. Je suis né le 5 juillet 62 à Apt. Je fais, puisqu'aujourd'hui nous sommes là pour parler du rugby à 13, plus fauteuil que valide, mais j'ai joué 30 ans en valide. Je suis fils d'international. Et j'ai découvert le 13 fauteuil en 2006 à Marseille lors des deux finales, les deux premières finales Coupe Championnat, qui est un sport qui m'a de suite plu puisque c'était la résurrection du rugby à 13 et par la même occasion ça me redonnait la chance de pouvoir jouer. Voilà, avec une autre population puisque nous c'est essentiellement des Andis. Et voilà. Et justement, est-ce que vous pouvez nous présenter, disons assez rapidement, la création de cette discipline qui est le para-rugby 13 ? Donc pour le Téléthon, au début des années 2000, la ville de Bourges a demandé à Robert Fassolette de montrer quelque chose d'autre que du rugby valide sur terrain. Donc de là est né un premier match monté, je vais dire à l'arrache. Donc ils ont cherché une équipe de 13, ils ont pris Roanne, puisque Robert est de Roanne, et l'équipe de basket de Roanne. Donc ils ont composé des fauteuils à la va-vite. Ils ont, on va dire, joué au rugby sur un temps donné. Et l'histoire est rigolote puisque c'est le basket qui a gagné le premier match de rugby à 13 fauteuils. Bon, il fallait bien un début. C'est ça. Et la deuxième année, donc Bourges a redemandé de refaire la même chose. Donc ils ont commencé à l'améliorer. Et après, c'est parti crescendo de 3 clubs de 13 fauteuils, alors un petit peu éparpillés. Hein. Et aujourd'hui, nous sommes 21 clubs qui évoluent en divers championnats. Plus il y a des clubs en gestation au niveau du développement, à peu près entre 2 et 3 par an. Et du coup, c'est une discipline qui, vous nous le disiez, avait son propre championnat. Comment ça se passe finalement, ces compétitions-là? Il y a un championnat élite 1, un petit peu comme un championnat normal de foot, de hand, de 13, de top 14 avec des matchs aller-retour. Une Coupe de France, où là, les petits... Le même système que la Coupe de France de multisport, hein, c'est-à-dire que le plus petit rentre dans les premiers tours et rencontre, tant qu'il gagne, il rencontre un peu plus gros, et s'ils ont la chance d'aller en finale, voilà. Et après, il y a un championnat élite 2, et après, il y a ce qu'on va appeler l'antichambre, qui s'appelle le développement, où là, c'est tous ceux qui n'ont plus envie de jouer en compétition, les réserves de clubs qui jouent en compétition et tous les clubs qui se créent. Donc c'est aléatoire d'une année à l'autre. Il peut y avoir entre 2 poules de 6, 2 poules de 8. Là, cette année, après, je ne vous cache pas, hein, le Covid a fait beaucoup de mal, hein, puisqu'on a perdu des clubs en compétition. On a réussi à en rattraper un ou deux, donc on ne s'en sort pas trop mal. Par contre, en développement, je pense que ça va être un petit peu peau de chagrin cette année, mais... on s'en remettra. Ça va repartir. Oui. Et justement, l'équipe de France est 2 fois championne du monde ? Absolument. Et nous visons notre 3e coupe, en 22, puisque la Coupe du Monde 21 a été reportée pour cause de notre ami le Covid, comme malheureusement beaucoup de choses par rapport à lui. Mais on va quand même faire 2 test matchs du 9 au 14 novembre de cette année. On est en Angleterre, au sud de Londres, à Medway, où là on va faire 2 test matchs, puisque l'Angleterre c'est à l'heure d'aujourd'hui notre seul rival. D'accord. Voilà. Donc affaire à suivre. C'est ça. Par contre, une petite nouvelle qui peut être très intéressante, c'est qu'en 2017, nous étions 6 nations, je crois, et en 2021, on aurait dû être 8 nations, puisqu'il y a les États-Unis et la Norvège qui s'intéressent au rugby à 13 fauteuils. D'accord. Voilà. Et justement, cette discipline est connue pour une spécificité, c'est que dans une équipe, on peut avoir des valides et des non-valides. Alors comment est-ce que ça s'organise Est-ce qu'il y a des quotas ou un nombre limite de valides, un nombre maximum Oui, alors là, c'est un grand débat qui date de pas mal d'années, en fait. Le valide, on ne tolère que 2 valides par équipe.
mais après on a mis en place une classification qui va jusqu'à 18 points. Donc le valide représente 5 points, ça veut dire que s'il y a 2 valides, ça fait déjà 10 points. Et donc après c'est suivant le handicap, ça va de 1 à 4. Donc les 1 c'est les... Alors après c'est un petit peu... c'est plus les gens handicapés qui s'occupent de la classification. Moi je connais pas... Je connais mais c'est pas... Je suis pas assez perfectionniste pour dire que quelqu'un peut être égal à 1 ou à 2. Ça dépend de comment... ils peuvent se comporter sur un fauteuil, c'est-à-dire s'il peut ramasser un ballon par terre, sinon il est obligé de taper sur la roue, donc à partir de là on peut être 1, 2, 3 ou 4. Et le total ne doit pas dépasser 18, sinon on joue mais il y a des points de bonus ou des points de pénalité qui sont appliqués. Et c'est un petit peu le chemin de croix tous les ans avant de commencer le championnat, parce que tout le monde veut remettre en cause la classification. Mais tout le monde la défend aussi, donc c'est un petit peu paradoxal à notre sport. D'accord. Voilà. Et concernant les règles, comment finalement s'organise un match ? Alors les règles, pour les adeptes du rugby à 13, il faut savoir que c'est l'adaptation pure et dure des règles du rugby à 13 en fauteuil. Et nous, on est allé plus loin, puisque même le temps de jeu, c'est le même. C'est-à-dire que nous, c'est des mi-temps de 2 fois 40 minutes, avec une mi-temps de, en général, un quart d'heure, quoi. Après, il y a des petites variantes. Nous, on a des tables de marque. Pas pour marquer, parce que bon, il y a aussi la table de marque qui est responsable du compteur pour marquer les chiffres. Mais la table de marque vérifie la classification, justement. Et quand on fait rentrer un remplaçant, on fait surtout en sorte de ne pas dépasser le quota de points. D'accord. Sinon, le match peut être arrêté. Bon, ça arrive très très peu souvent. Hein. Le match peut être arrêté, on peut faire sortir le joueur qui vient de rentrer, refaire rentrer l'autre et dire à l'entraîneur de recalculer son total de points. Ouais, surtout son système de remplacement. Mais bon, c'est à la fois strict mais quasiment jamais appliqué, quoi. On va dire, sauf si on tombe sur des équipes un peu tatillonnes et que c'est une demi-finale de championnat ou voire une finale. Et au niveau des plaquages, comment ça se passe ? Parce que évidemment, c'est pas faisable quelle est l'alternative ? C'est notre façon à nous de plaquer, en fait. Nous avons des flags sur les épaules et des flags sur les genoux. Alors les gens sont toujours interpellés par les flags sur les genoux. Ils arrivent à comprendre les flags des épaules, mais très peu les flags des genoux. Ils n'ont pas compris que c'était un chargeur, en fait. D'accord. Voilà. En fait, j'ai envie de dire, on se fait décharger de ce qu'on a sur l'épaule et nous, on recharge avec ce qu'on a sur les genoux. Le but, c'est un petit peu comme au rugby à 13, c'est de jouer un tenue très très vite. Ça s'appelle un tenue, en fait. Donc, c'est le plaquage. Donc, ça peut être des fois un petit peu sévère parce que ça tape un peu. Donc, dès qu'on a le flag arraché, on arrête le jeu. On se reflague le plus vite possible, et là on rejoue tout de suite, en aplatissant le ballon à terre, pour ceux qui le peuvent, ou suivant le handicap, sur la roue. Ce qui équivaut en fait au temps que va mettre un joueur valide habituellement à se relever, c'est ça ? C'est ça, une tenue en général, en moyenne, au rugby à 13, dure entre 4 et 8 secondes, mais on va dire la moyenne elle est de 6 secondes, et nous c'est à peu près pareil, sauf... Quand, par exemple, il y a quelques tétras dans le championnat, un garçon comme Jonathan Hiverna, que je vous parlais tout à l'heure, il va être plus à 10 secondes au niveau du reflagage, pardon. Parce qu'il est handicapé au niveau des doigts. D'accord. Donc voilà. Mais sinon, d'une façon générale, ça va très 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 vite. Ok. D'accord. Et alors cette année, ont eu lieu les Jeux paralympiques. Et le para-rugby 13 n'est pas représenté aux Jeux. Non. Alors, comment ça se fait finalement et est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors, oui, je peux vous expliquer. Je vous fais un historique vite fait, sauf que j'ignore l'année. Une certaine année, le Comité national olympique et sportif olympique a demandé aux 15 d'agréer un rugby paralympique. À l'époque, puisque c'est un sport qui est comme le basket relativement vieux, ils ont pris je crois que ça s'appelait le quad, ils l'ont baptisé le quad rugby, mais qui est un sport qui se joue avec un ballon rond,
On fait des passes en avant et en arrière. On marque juste les essais en aplatissant sur la ligne. Mais si vous voulez, c'est un sport adapté. C'est-à-dire il n'y a que les handis lourds qui peuvent pratiquer ce sport. Un handi qui soit amputé, para, mal marchant, ne peut pas le faire. Parce que les règles sont strictes, ils ne peuvent pas faire de sport comme ça. Donc, étant donné qu'il y avait un rugby déjà, même si c'était du 15, il y a plus guère de place au niveau olympique, puisque j'ai fait le premier colloque paralympique pour préparer 2024. Et en fait, j'ai appris plein de choses qu'on ne savait pas. C'est que, par exemple, le nombre d'athlètes est limité, que si on en enlève, il faut rajouter le même nombre. Ça veut dire que si on enlève une corporation qui a 12 athlètes, il faut la remplacer par une corporation qui en a 12, et pas 13. Donc c'est très très limité. Donc ça veut dire que nous, ça nous laisse encore moins de place. Et nous, surtout, on a des valides. Donc on ne peut pas être considéré comme para-olympique. D'accord. Alors après, oui, il y a des discussions, il y a toujours ceux qui croient que, mais la réalité, elle est que, en toute légitimité, on ne peut pas l'être. Oui. Et du coup, je suppose que ça n'aide pas le fait que ce sport soit pas représenté aux Jeux paralympiques, ça n'aide pas du tout à sa médiatisation. Aujourd'hui, est-ce qu'on le connaît, ce sport ? Non, sa médiatisation, je pense qu'elle n'a rien à voir avec le paralympique, elle a surtout à voir avec le numéro qu'on porte dans le dos. Voilà. Donc je le dis haut et fort, je le dis à tous les clubs qui se créent, parce qu'ils croient dur comme fer qu'ils vont arriver à associer les deux, et ça arrive, mais c'est très très rare. Donc nous avons la fierté de le mettre sur notre étiquette. Nous faisons du rugby à 13 fauteuil, et on ne fait pas du rugby fauteuil, on fait du rugby à 13 fauteuil. Voilà. Et moi j'y tiens, je suis un gros défenseur de ça. D'abord parce que j'ai connu d'autres sports, mais j'ai surtout connu celui-là pour diverses raisons. Et j'insiste et j'espère que même quand nous, les anciens, ne sera plus là, il existera toujours et il s'appellera toujours comme ça. Et pourquoi justement ce numéro pose problème Mais parce qu'en France, il y a 2 rugby. Il y en a un qui est en haut du... C'est le pot de terre contre le pot de fer. Il y en a un qui est dans les étoiles. Et l'autre qui est dans la misère, j'ai envie de dire. Et ça dure depuis très longtemps, donc je ne vais pas vous faire une page de l'histoire de France, mais ça dure depuis très longtemps. Et comment est-ce que justement vous pensez qu'on pourrait... parce que là, nous, on a assisté à une journée de sensibilisation avec vous à la Roque d'Enterron. Et comment est-ce que vous pensez que ces journées-là peuvent aider à le démocratiser, à le rendre plus populaire, peut-être auprès de tout le monde finalement ? Oui, je suis convaincu de ça, sauf que... Je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a toujours une barrière à un moment donné. Tant qu'on parle de rugby, tout le monde est content. Quand on parle de rugby fauteuil, tout le monde est aux anges parce qu'ils disent la place pour les handis. Mais dès qu'on dit le rugby à 13 fauteuils, c'est déjà plus compliqué. D'accord. Et du coup, est-ce que vous pensez que les médias ont aussi leur rôle peut-être à jouer là-dedans, sur la place qu'ils accordent au rugby Moi, j'ai juste envie de dire, bon, vous l'avez vu, j'ai été en contact pendant un petit moment avec une journaliste d'FR3 Occitanie, parce qu'il suivait un club de chez nous pendant 1 an. Ces seuls mots m'ont... Bon, d'abord, ils m'ont rassuré pour que je continue. Ils m'ont dit, vous avez un des sports le plus télévisuel qu'il existe, et hyper spectaculaire. Oui, c'est ça, c'est un sport très impressionnant et très physique aussi, je suppose. Oui. Donc après, j'espère juste qu'un jour, il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui va se réveiller. Et qu'est-ce que vous diriez, par exemple, à n'importe qui souhaiterait, valide ou non, qui souhaiterait se mettre à ce sport aujourd'hui ? Je lui dis de venir essayer parce qu'il n'y a pas de déchets. Celui qui vient, il revient. Ah bon, une valeur sûre alors. Non, c'est sans prétention. Et je me demandais, au niveau des valeurs que peuvent véhiculer ce sport, qu'est-ce que... Après, c'est énorme. Après, là, c'est plus représentatif sur le handicap que sur le valide. Il faut savoir que tous les gens qui ont eu un accident ont beaucoup de mal à faire le deuil de cet accident. Et des fois, il y en a même qui sortent jamais de chez eux.
Donc j'ai envie de dire que c'est une bouffée d'oxygène, c'est une joie de vivre, une envie de faire autre chose pour eux et d'être avec nous, parce qu'on est quand même, en général, par club, il y a autant de valides que d'Andy. Tous les valides ne jouent pas, hein, mais c'est à peu près représentatif, puisque bon, on a besoin de valides pour les fauteuils, pour la logistique et tout. Mais les valeurs, c'est surtout celle-là, quoi. C'est que il y a des liens très forts qui se créent. Et je pense qu'avant, ils vivaient, même s'il y a d'autres sports, ils y allaient. D'abord, les autres sports ne sont pas forcément à côté de chez eux. Donc c'était un peu compliqué. Bon, déjà, après, il y a leur environnement familial qu'on ne connaît pas. Alors que là, on est tous égaux. Quand on joue, de toute façon, vous l'avez vu, on est tous égaux. Même parfois les valides se sentaient. On a discuté avec notamment une joueuse, qui nous expliquait que par moment il y avait même quelques difficultés même supplémentaires pour eux et un certain décalage. Oui. Ben oui, puisqu'on a affaire à des gens qui sont en quasi permanence. Moi je parle surtout pour Otetra et au Para qui sont en permanence sur les fauteuils. Donc ils ont d'autres habitudes, une autre dextérité, il n'y a que à la manipulation du ballon où à la limite on va être pareil, mais sinon sur beaucoup de choses. Après, j'ai juste envie de donner un exemple. Quand on a fait les tests équipe de France, donc on a 18 joueurs, ce jour-là on devait être 20. Sur les 5 premiers, c'est 3 paras qui ont le meilleur temps. Oui. Donc c'est représentatif, quoi. Tout à fait. Et les 2 valides qui étaient 4e et 5e, il y en a un, il a fait partie des 5 joueurs de l'équipe du monde. Okay. Voilà, donc je pense qu'ils méritent largement ce qu'ils ont fait ce jour-là et ils l'ont même pas volé en plus. Hein. Mais on a hâte de voir la suite, en tout cas. Ouais. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, merci à toute l'équipe et n'hésitez pas, je serai toujours là. Avec grand plaisir. Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir suivis. Avant de clôturer ce Micmag, voici quelques idées de sortie pour ce week-end. Ce vendredi 25 marque le début de la 21e édition du festival Musiterranée qui se prolongera jusqu'au 8 octobre. Voici un petit extrait de la programmation. Les 26 et 29 septembre, le Planétarium d'Aix vous donne rendez-vous pour ses dernières séances du mois de septembre sur le thème des constellations et de la découverte spatiale. Pour les amateurs de sensations fortes, retrouvez le Shake and Trot Contest au Parc des Sports de Venelle, une compétition ouverte aux licenciés de tous les âges. Enfin, la journée éco-citoyenne se tiendra à Vintabren ce dimanche 26 septembre pour sensibiliser petits et grands à la préservation de l'environnement. Merci à tous d'avoir suivi ce Micmag et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.